Bonjour. Aujourd'hui, on remonte au 12 mai 1967. Une date clé parce que c'est la sortie au Royaume-Uni de Are You Experienced par The Jimi Hendrix Experience. Et on peut dire que ça a tout changé. Ah oui, bonjour. C'était bien plus qu'un simple album. C'était vraiment une déflagration. Une nouvelle ère pour le rock, pour la guitare électrique, tout. On va explorer ça ensemble, cet album, et, bien sûr, Jimi Hendrix lui-même. Oui, cette figure hors norme. Alors pour cette discussion, on s'est basé sur pas mal de choses. Des articles, des biographies, y compris des infos de son site officiel, de Wikipédia et même, ce qui est intéressant, des discussions en ligne, des forums où les passionnés échangent. C'est ça. L'idée, c'est de comprendre son ascension, fulgurante, comment il est passé de quasi-inconnu à star mondiale, et puis, qu'est-ce qui rend cet album, Are You Experienced, si spécial, pourquoi ça nous parle encore aujourd'hui? Exactement. Alors plongeons dans son histoire. Tout commence bien avant Londres, à Seattle. Oui, naissance en 42, Johnny Allen Hendrix, mais son père le rebaptise vite James Marshall. Des origines assez mélangées d'ailleurs, hein, afro-américaine, européenne et même cherokee par sa grand-mère paternelle. Une femme assez incroyable, artiste de vaudeville, qui a vécu jusqu'à 100 ans, paraît-il. Et la musique, ça vient comment? Pas par l'école de musique classique, j'imagine. Ah non, pas du tout, hein. Il est complètement autodidacte. Au début, il ne sait ni lire ni écrire la musique. Son truc, c'est l'écoute. Il passe des heures à écouter les disques de blues. B.B. King, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Robert Johnson. Que des légendes. Oui, mais aussi du rock comme Buddy Holly. Il absorbe tout. Et il y a cette fameuse anecdote du ballet. Enfant, il mimait la guitare avec un ballet. Ça montre bien la passion qu'il avait déjà en lui. Incroyable. Et du ballet à la vraie guitare, ça s'est fait comment alors? Ben, doucement. D'abord un ukulélé, qu'il trouve, avec une seule corde. Puis une guitare acoustique d'occasion, achetée 5 dollars. Et enfin sa première électrique, une Supro aux arcs. Il commence à jouer dans des petits groupes à Seattle. Et après, il y a l'épisode de l'armée. Oui, il s'engage en 61 chez les parachutistes, les Screaming Eagles. C'est là d'ailleurs qu'il rencontre Billy Cox, bassiste qui deviendra un collaborateur musical très important plus tard. Mais il ne reste pas longtemps dans l'armée ici. Non, il est réformé assez vite suite à une blessure à la cheville lors d'un saut. Et là c'est parti pour la vie de musicien de tournée. Il devient Jimmy James. Le fameux Chitlin Circuit. Exactement. Le réseau des clubs pour le public afro-américain. Il accompagne des pointures. Ike and Tina Turner, Sam Cooke, les Isley Brothers, Little Richard, excusez du peu. Excusez du peu, oui. Mais apparemment, ça ne se passe pas toujours super bien. Il se fait virer parfois. Oui, c'est ce qu'on lit. Little Richard, par exemple, ou Ike Turner, trouvaient qu'il en fait trop, qu'il volait la vedette avec ses solos de guitare, sa façon de jouer. Un problème d'ego alors. Peut-être un peu, mais je crois que c'est surtout chomo, révélateur. Ça montre qu'il avait déjà ce besoin viscéral d'espace, d'improvisation. Il ne pouvait pas rester sagement dans le rôle de l'accompagnateur. Il était fait pour être devant, quoi. Ce qu'il va finir par faire à New York, à Greenwich Village, il monte son propre groupe, Jimmy James and the Blue Flames. C'est ça. Et là, il commence vraiment à se faire remarquer par les musiciens. Il y a ce témoignage incroyable de Mike Bloomfield, un guitariste très respecté à l'époque. Ah oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il le voit jouer en 66 et il décrit un truc de fou. Des bombes H tombaient, des missiles téléguidés volaient. Il parle des sons qui sortaient de la guitare d'Hendrix. Il sentait déjà ce potentiel explosif. Et c'est ce potentiel qui va attirer l'oreille de la bonne personne. Exactement, Chas Chandler. Enfin, d'abord Linda Keith, qui était la petite amie de Keith Richards à l'époque. Elle le voit jouer au Café Oua et elle est bluffée. Elle appelle Chas Chandler, qui est encore bassiste des Animals, mais qui cherche à devenir manager. Et Chandler est flash direct. Complètement. Il est sidéré par ce qu'il voit et entend. Il lui fait une proposition assez folle. Viens avec moi à Londres, on va enregistrer. Et Hendrix, il dit oui tout de suite? Presque. Il pose une condition, assez culottée pour un quasi-inconnu. Ah oui? Laquelle? Il dit « Ok, mais je veux rencontrer Eric Clapton ». À l'époque, Clapton c'est Dieu en Angleterre, le guitariste numéro 1. Rien que ça. Voilà. Et c'est aussi Chandler qui lui suggère de changer son nom de scène pour Jimi Hendrix. Plus percutant. L'aventure peut commencer. Et l'aventure, elle a besoin d'un groupe? The Jimi Hendrix Experience? Comment il trouve ses acolytes? Chandler organise des auditions à Londres. Pour la basse, il choisit Noel Redding. Fait intéressant, Redding était guitariste à la base. Ça lui donne sans doute cette approche un peu mélodique de la basse. Et la batterie? Un élément crucial. Ah oui, et là, c'est Mitch Mitchell. Un batteur au style très libre, très jazz dans l'esprit.
influencé par Elvin Jones, le batteur de Coltrane. C'était le partenaire rythmique idéal pour les improvisations folles de Jimmy. Il y avait une vraie connexion entre les trois. Le nom du groupe, Expérience, c'est pas anodin non plus. Non, c'est une super idée de Chandler. Ça disait tout de suite, attention, ce n'est pas juste de la musique à écouter, c'est une expérience sensorielle, presque psychédélique. Ça préparait le terrain. Et alors cette fameuse rencontre avec Clapton, sa condition pour venir à Londres, elle a eu lieu. Oh que oui. Et très vite. Début octobre 66, à peine arrivé, Hendrix débarque sur scène pendant un concert de Cream, le tout nouveau supergroupe de Clapton. Carrément. Et il joue quoi? Il se lance dans une reprise furieuse de Killing Floor, un standard de blues. Imagine la scène. J'imagine la tête de Clapton, hein. Il a réagi comment? Stupéfait. C'est le mot qu'il utilise lui-même. Il raconte avoir vu Hendrix jouer avec les dents derrière la tête. Il dit qu'il était non seulement stupéfait, mais qu'il a aussi pris peur. Il a compris qu'un vrai génie venait d'arriver juste au moment où Cream commençait. Le trône était menacé, quoi. Clairement, le message était passé. La hiérarchie des Guitar Hero venait d'être sérieusement bousculée. Et le reste du gratin rock londonien, ils ont compris vite aussi. Ah oui, il y a eu ce concert mythique au Bag O'Neill's, tout le monde était là. Les Beatles, les Stones, Pete Townshend des Who, Jeff Beck, ils sont tous restés bouche bée. Ils ont compris qu'un phénomène venait de débarquer. Le nouveau roi, comme certains ont dit. Une fois la scène conquise, il fallait confirmer avec des disques. Les premiers singles sortent rapidement. Oui, Chandler, en bon manager, il choisit d'abord une reprise. Un titre un peu plus connu que Hendrix jouait déjà. Hey Joe, ça sort en décembre 66. Et ça marche. Plutôt bien. 6e place des charts anglais. C'est un super départ. Ça lance la machine. Et puis arrive Purple Haze. Là, c'est une autre histoire. Ah là, c'est la déflagration sonore. Apparemment, il écrit le riff très vite, en coulisses avant un concert. Chandler entend ça et il sait. Ça, c'est un tube monstrueux. Et ça l'a été. Mars 67, numéro 3 des charts. Mais au-delà du succès, c'est le son qui est révolutionnaire. L'intro, l'utilisation des effets, du studio. Hendrix crée un univers sonore complètement à lui. Ce n'est plus juste du blues ou du R&B revisité. C'est du Hendrix. Il y a aussi The Wind Cries Mary, une ballade. Ça montre une autre facette, plus calme. Oui, enregistré hyper vite d'ailleurs. On parle de 20 minutes pendant la même session que Purple Haze. C'est plus dépouillé, influencé par Bob Dylan, Curtis Mayfield peut-être. Ça montre aussi qu'il était un vrai auteur-compositeur sensible. Et tout ça nous mène à l'album Are You Experienced, qui sort donc le 12 mai 1967 au Royaume-Uni. Et là, c'est l'explosion. Un ovni musical. La presse parle de musique psychédélique, révolutionnaire. L'album se classe numéro 2, juste derrière... S.G.P.J. des Beatles. Quand même. Oui, l'intouchable S.G. Pager. C'est dire l'impact immédiat. C'est un véritable raz de marée. L'enthousiasme est général. On le décrit souvent comme un manifeste. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire que l'album, c'est comme une carte de visite complète. Il montre tout ce qu'est Hendrix à ce moment-là. Le guitariste virtuose et innovant, bien sûr, mais aussi le chanteur avec sa voix particulière et expressive, l'auteur au texte étrange, ce poète halluciné, et puis le showman, l'énergie scénique qu'on devine. C'est une déclaration artistique totale. Il faut juste préciser qu'il y a une petite différence entre la version anglaise et la version américaine. Oui, c'est important. La version originale anglaise, celle qui sort en mai 67, elle ne contient pas les singles Hey Joe, Purple Haze et The Wind Cries Mary. Ah bon? Pourquoi? C'était une pratique courante à l'époque en Angleterre de ne pas mettre les singles sur les albums pour ne pas forcer les gens à acheter 2 fois la même chose. Mais la version américaine, qui sort un peu plus tard, elle inclut ces 3 tubes, ce qui a sans doute contribué à son succès massif là-bas aussi. D'accord. Mais dans tous les cas, on est d'accord pour dire que c'est un des plus grands premiers albums de l'histoire du rock. Absolument. C'est une entrée en matière phénoménale. Et une grande partie de ce phénomène, c'est sa façon de jouer de la guitare, cette révolution sonore. Comment il faisait ça, Owen? C'était quoi ses secrets? Alors, ce ne sont pas juste des trucs ou des secrets. C'est vraiment une approche, une philosophie différente de l'instrument. Il a été un pionnier dans l'utilisation créative des effets. Le fuzz, par exemple. Cette distorsion un peu sale, granuleuse. Que d'autres essayaient peut-être d'éviter. Oui, lui, il en fait une texture, une couleur. Pareil pour le feedback, ce larsan aigu quand la guitare est trop près de l'ampli. Au lieu de le fuir, il apprend à le maîtriser, à le contrôler, à le faire chanter, à en faire des notes tenues, des cris. Et les pédales d'effet, hein? La wah-wah, c'est lui. Il n'a pas inventé la wah-wah, mais c'est clairement lui qui l'a popularisée et qui lui a donné ses lettres de noblesse. Ce sont très expressifs, presque comme une voix humaine qui pleure ou qui parle. C'est très Hendrix.
Il utilisait aussi l'Univibe, une pédale qui donnait ses sons tournoyants, très liquides, très psychédéliques. Et il y a cette idée qu'on trouve dans des discussions en ligne, comme quoi il a compris que l'ampli faisait partie de l'instrument. Exactement. Ça, c'est fondamental. Pour lui, l'ampli Marshall, poussé à fond, ce n'est pas juste pour amplifier le son. C'est un outil pour sculpter le son. La saturation, la distorsion naturelle des lampes, le volume, le feedback généré, tout ça fait partie de sa palette sonore. C'est fascinant. Ce n'est plus juste la guitare, c'est tout le système guitare-effet-ampli qui devient l'instrument. C'est tout à fait ça. Il ne joue pas juste des notes, il modèle la matière sonore. Et puis, il y a le fait qu'il était gaucher et qu'il jouait sur une guitare de droitier retournée, avec les cordes inversées. Ça changeait subtilement la tension des cordes, l'attaque. Tout ça mis bout à bout, ça donne ce son absolument unique. C'est vrai que pour se rendre compte du choc à l'époque, il faudrait écouter la pop de 67, genre The Four Tops, The Mamas and the Papas, et puis enchaîner avec Are You Experienced? Le contraste doit être violent. C'est une bonne expérience à faire, oui, même si 1967 est une année de créativité folle dans le rock, avec les Beatles, les Stones, les Who, le son d'Hendrix, c'était quand même autre chose, complètement à part. Et les autres guitaristes, ses pairs, ils ont dit quoi? Clapton, on a vu, était un peu secoué. Ils étaient tous KO en fait. Clapton, Pete Townshend, des Who, Jeff Beck, ils ont tous reconnu immédiatement qu'il y avait un avant et un après Hendrix, que ce type était au-dessus. Il y a cette anecdote incroyable avec Paul McCartney. Oui, juin 67, quelques jours seulement après la sortie de SGPP's Lonely Hearts Club Band, Hendrix joue au Savile Theatre à Londres, un théâtre qui appartenait aux Beatles. Et il ouvre son concert en jouant le morceau SGP. La classe. McCartney était dans la salle. Il a raconté plus tard que c'était l'un des plus grands honneurs de sa carrière. Venant d'un Beatles, c'est énorme. C'est un adoubement incroyable. Le guitariste John McLaughlin disait que la magie venait uniquement de ses doigts. C'était pas juste la technologie. Non, McLaughlin a raison. Bien sûr, il utilisait les effets, la technologie de l'époque. Mais il y avait cette connexion presque surnaturelle entre ce qu'il avait dans la tête et ce qu'il sortait de ses doigts et de sa guitare. C'était instinctif, organique. Et cette magie, elle va exploser aux yeux de l'Amérique lors d'un festival mythique, Monterey Pop, en juin 1967. C'est le moment charnière pour sa carrière aux États-Unis. Avant ça, il était surtout connu en Europe. Monterey, ça le révèle au public américain. Il est présenté par Brian Jones, des Rolling Stones, rien que ça. Et il livre une performance mémorable. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, incendiaire, au sens propre. C'est là qu'il accomplit ce rituel devenu légendaire. Il met le feu à sa guitare sur scène, puis la fracasse. Ce geste, iconique, oui, mais un peu controversé aussi, non? Est-ce que ça n'a pas un peu masqué le musicien incroyable qu'il était, derrière le showman provocateur? C'est une excellente question. Il avait déjà fait ça à Londres, au Astoria, en mars 67. Ça a créé une image, un mythe. Mais oui, ça a pu donner l'impression à certains, peut-être les musiciens plus sérieux, qu'il était juste un frimeur spectaculaire, alors que sa musicalité, même dans ces moments-là, était hallucinante. En tout cas, ça a marché. Monterey le propulse au rang d'icône du Summer of Love de la contre-culture. Absolument. Il devient un symbole. Et après ce triomphe, la machine s'emballe, les albums s'enchaînent. Très vite. Axis, Bold as Love sort dès décembre 67. C'est un album peut-être un peu différent, plus introspectif on pourrait dire, plus centré sur les compositions. Le jeu rythmique aussi est incroyable. Encore produit par Chas Chandler. Et puis en 68 arrive ce qui est souvent considéré comme son sommet, Electric Ladyland. Ah, Electric Ladyland, un double album. Là, c'est l'explosion créative totale. C'est Hendrix qui prend les commandes de la production. Chandler, lui, jette l'éponge en cours de route, fatigué par les méthodes de travail de Jimmy, les sessions qui n'en finissent plus, les expérimentations dans tous les sens. Hendrix voulait une liberté totale en fait. Exactement. Il explore toutes les possibilités du studio, invite plein d'autres musiciens, Steve Winwood, Jack Casady. C'est un disque foisonnant, avec des jams incroyables comme Voodoo Child. Mais c'est aussi une période de tension, notamment avec le bassiste Noel Redding, qui supporte mal ce chaos créatif. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il commence à vouloir son propre studio. Oui, il lance le projet Electric Lady Studios à New York, pour être enfin chez lui, maîtriser toute la chaîne de production. Entre-temps, il y a eu un autre festival légendaire, Woodstock, en août 1969. Oui, un moment clé de l'histoire du rock et de la contre-culture. Il joue avec un groupe différent, élargi et un peu bancal, le Gypsy Sun and Rainbows, qui inclut toujours Mitch Mitchell, mais aussi Billy Cox à la basse. Et c'est là qu'il livre cette interprétation incroyable de l'hymne américain. The Star Spangled Banner, c'est devenu un symbole anti-guerre puissant.
En pleine guerre du Vietnam, il utilise sa guitare, le feedback, la distorsion, le vibrato pour imiter les sons des bombes qui tombent, des sirènes, des tirs. C'est une critique sonore d'une violence et d'une beauté sidérantes. C'est incroyable comme il arrivait à faire passer des messages aussi forts juste avec sa guitare. C'était sa voix. Après Woodstock, il change encore de direction musicale. Il monte le Band of Gypsies. Un trio entièrement afro-américain, c'est ça? Oui, avec son vieux pote Billy Cox à la basse et Buddy Miles à la batterie et au chant. L'orientation est beaucoup plus funk, R&B. L'album live Band of Gypsies, enregistré fin 69, début 70, en témoigne. C'est plus stérien, plus groovy. Une direction qui plaisait beaucoup à des gens comme Miles Davis d'ailleurs. Mais cette formation non plus ne dure pas longtemps. Non, l'expérience tourne court. Il y a ce concert désastreux au Madison Square Garden en janvier 70 où Hendrix semble complètement perdu, prend de la drogue sur scène, arrête de jouer. Son manager, Michael Jeffrey, en profite pour dissoudre le groupe. Et ensuite? Ensuite, il reforme un nouveau trio qui est en fait une reformation de l'expérience avec Billy Cox à la place de Noel Redding, donc Jimmy, Mitch Mitchell et Billy Cox. Il repart en tournée en 1970, le Cry of Love Tour, et il enregistre plein de nouvelles chansons pour un album qui devait s'appeler First Rays of the New Rising Sun. Album qui ne verra jamais le jour de son vivant. Malheureusement non. Son dernier concert a lieu sur l'île de Fehmarn, en Allemagne, début septembre 1970. Et moins de 2 semaines plus tard, le 18 septembre, il meurt à Londres, dans des circonstances encore un peu troubles. Il n'avait que 27 ans. 27 ans, c'est fou. 4 ans de carrière internationale seulement. 4 petites années pour laisser une empreinte aussi gigantesque. C'est ce qui rend son héritage encore plus ahurissant. Et ça nous amène à la question qu'on se pose toujours, est-ce que c'était le plus grand guitariste de tous les temps? Ah, la fameuse question. C'est impossible de répondre de façon absolue, évidemment. Dans les classements des magazines comme Rolling Stone, il est très souvent numéro 1. Mais au-delà des classements, qu'est-ce qui fait sa grandeur, objectivement? Ce qui revient souvent dans les analyses, et je suis assez d'accord, c'est que sa grandeur ne réside pas tant dans une technique pure au sens sportif du terme. Il y a eu des guitaristes techniquement plus rapides ou plus propres depuis. Sa vraie force, c'est son innovation radicale, sa créativité. Il a ouvert des portes. Exactement. Il y a cette formule que j'aime bien, trouvée sur un forum. Il a créé les clichés. C'est-à-dire que beaucoup de techniques, de sons, d'approches qui sont devenues la base du rock à la guitare, c'est lui qui les a inventées ou popularisées. Le jeu avec le feedback, l'utilisation expressive de la wah-wah, le son saturé mais contrôlé. Mais attention, en insistant sur l'innovation, on pourrait croire qu'il a rejeté le passé. Or, il était profondément ancré dans le blues, non? Ah mais complètement. C'est ça qui est génial. Il connaissait ses classiques sur le bout des doigts. Muddy Waters, Albert King, B.B. King et le R&B aussi. Curtis Mayfield était une influence majeure pour son jeu rythmique et ses accords. Mais il n'a pas fait que copier. Il a digéré tout ça, il l'a métabolisé et il en a fait quelque chose de totalement personnel, de nouveau. Il a transcendé ses influences. Voilà. Et puis, il y a cette capacité incroyable à faire parler la guitare, à lui donner une voix, des émotions quasi humaines. Ça reste assez unique. Et son influence, elle s'est étendue bien au-delà du cercle des guitaristes de rock. Énormément. L'impact sur ses contemporains, on l'a vu, a été immédiat. Mais il a aussi influencé des musiciens de jazz rock. Miles Davis était fasciné, il voulait enregistrer avec lui. John McLean aussi. Le funk de Parliament Funkadelic doit beaucoup à Hendrix. George Clinton, oui. Et bien sûr, toutes les générations de guitaristes hard rock, metal, de Ritchie Blackmore à Eddie Van Halen, de Steve Vai à Slash, ils lui doivent tous quelque chose. Et puis il y a les reprises de ses chansons, dans tous les styles possibles et imaginables, de Gil Evans à Stevie Ray Vaughan, de The Cure à Popa Chubby, son répertoire continue de vivre. Il faut aussi dire un mot sur la gestion de son héritage après sa mort. Ça n'a pas été simple. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Après sa mort, son manager, Michael Jeffrey, a continué à sortir des disques. Puis, dans les années 70-80, c'est le producteur Alan Douglas qui a pris le contrôle. Et là, il y a eu des choix très controversés. Comme le fait d'effacer les parties originales pour faire réenregistrer par d'autres musiciens. Exactement. Douglas a fait venir des musiciens de studio pour remplacer les pistes de basse ou de batterie de Mitch Mitchell ou Noel Redding sur certains titres inédits. Ça a choqué beaucoup de fans et de puristes. L'album Crash Landing en est l'exemple le plus connu. Mais heureusement, la situation a changé ensuite. Oui, en 1995, la famille Hendrix, via son père Al puis sa demi-sœur Janie, a repris le contrôle légal de son catalogue. Ils ont créé Experience Hendrix LLC et avec l'aide précieuse d'Eddie Kramer, l'ingénieur du son historique de Jimmy. Celui qui était là pour les grands albums. Voilà, ils ont lancé un vaste programme de réédition.
en remasterisant les albums originaux avec soin et surtout en publiant des tonnes d'archives inédites, concerts, sessions de studio, de manière beaucoup plus respectueuse. C'est grâce à eux qu'on a enfin pu entendre First Rays of the New Rising Sun, l'album sur lequel Jimmy travaillait juste avant sa mort, dans une version proche de ce qu'il aurait voulu. C'est une bonne chose que cet héritage soit maintenant entre de bonnes mains. Alors, pour résumer, quel est l'impact de Jimi Hendrix et de cet album Are You Experienced? Un séisme musical et culturel. Hendrix n'a pas seulement maîtrisé la guitare électrique, il l'a réinventée. Il en a fait un instrument capable d'exprimer une palette d'émotions et de sons absolument inédites. Il a ouvert des voies, des territoires sonores que personne n'imaginait avant lui. Et il est devenu une icône mondiale en un temps record. Are You Experienced, c'est l'acte de naissance de tout ça, l'étincelle. Et pourquoi c'est encore pertinent de l'écouter, de le découvrir aujourd'hui? Qu'est-ce que ça apporte? Je pense que comprendre Hendrix, c'est un peu comme avoir une clé pour comprendre une grande partie de l'évolution de la musique populaire des 50 dernières années. Son audace, sa liberté créative, sa façon de mélanger les genres, de repousser les limites, c'est une source d'inspiration qui ne tarit pas. Pour les musiciens, bien sûr, mais pour tout le monde. C'est une musique qui reste incroyablement vivante et moderne. C'est vrai. Et pour terminer, cette pensée un peu vertigineuse. Il meurt à 27 ans, si jeune, et il semblait à l'aube de nouvelles explorations. C'est le grand « et si ». Qu'aurait-il fait ensuite? Son intérêt pour le jazz était de plus en plus affirmé. Il avait déjà joué avec McLachlan, avec Larry Young, un organiste de jazz avant-gardiste. Il y avait ces discussions avec Miles Davis. Il y avait même ce projet d'album avec Gil Evans, le grand arrangeur de jazz. Exactement, un projet qui aurait pu être incroyable. Une fusion totale entre son univers et celui du jazz orchestral de Gil Evans. Et puis, il y avait ces idées un peu plus ésotériques, disons. Sur le pouvoir de la musique? Oui, il parlait de vouloir guérir les gens avec des couleurs et de la musique. Des concepts un peu mystiques, liés au son, à la vibration. Il commençait à peine à explorer ces pistes. Alors forcément, on se demande où tout ça l'aurait mené. Vers le jazz rock? Ouais. Vers une musique plus expérimentale, plus spirituelle? Hmm. Une musique thérapeutique? Le mystère reste entier. Et c'est peut-être aussi ce qui participe à sa légende. Mais ça nous laisse imaginer. Et ça nous incite surtout à réécouter encore et encore cette œuvre. Si courte, mais si incroyablement dense et riche. Une œuvre qui continue de nous faire voyager. Merci beaucoup pour cette exploration passionnante. Merci à vous. C'était un plaisir de replonger dans l'univers d'Hendrix.